et qui tue. Après l'arrêt du processus électoral en 1991, le pouvoir a décidé d'arrêter, d'interrompre le deuxième tour des élections législatives de 91. Les islamistes intégristes ont fait recours à la violence et notre pays est dans une décennie noire et plus de 200 000 morts en Algérie. Un bilan vraiment lourd. Les islamistes, avec les islamistes intégristes, ont fait recours à la violence et le pouvoir militaire dictatorial, on peut qualifier soit les adjectifs, a répondu par la violence lui aussi. Donc le peuple algérien était le seul perdant dans cette guerre. Donc il va nous exposer son travail et la conférence sous thème Algérie, drame d'une crise identitaire. Bonjour, merci déjà de votre présence. Donc, j'ai profité de ce qu'a dit notre ami par rapport à certains faits et du film pour alimenter donc le débat. D'abord, je me présente donc Nazim Mekbel. Je suis aussi président d'une association qui est plus un mouvement qu'une association. C'est Edouard Algérie Mémoire, que je préside depuis maintenant 6 ans. Et qui en fait fait un travail de recherche sur les événements de la décennie noire. C'est-à-dire, en gros, je me pose les mêmes questions que se posait mon père avec le Word, c'est-à-dire pourquoi on tue ces personnes-là, pourquoi sont visées ces personnes-là, mais par la suite, la fin du film est très intéressante parce qu'on voit la projection de plusieurs personnes assassinées dont on ne sait rien. On a juste des noms, on sait qu'ils ont été tués, mais on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, on ne connaît rien de leur vie. Donc le travail d'Edouard d'Algérie Mémoire, c'est en fait de rassembler une base de données sur les victimes de la décennie. On parle de 200 000 morts, donc moi, mon travail à moi, que j'ai décidé de commencer donc dès 96, dès 97, ça a été de savoir qui étaient ces 200 000 morts. Les Juifs ont réussi à faire de la Shoah un travail de mémoire de 3 millions de victimes. Nous, on pourrait éventuellement faire le travail pour les 200 000 morts. Donc voilà la première approche. Ensuite, concernant la question des élections, donc pour mon mémoire que j'ai fait l'an passé en Master 2 en sociologie à Nice, ma question à moi c'était de savoir, en fait, il y avait 2 questions que je me posais. Donc il y avait les 200 000 morts, je connais au moins les 200 000 morts. Mais en même temps, l'autre problématique, c'était de savoir à quel moment avait commencé la violence et pourquoi. C'est pour ça que la question était dans quelle mesure l'arrêt du processus électoral a été déterminant dans la violence. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement l'arrêt du processus électoral qui a provoqué la violence en Algérie? Donc, pour ça, on peut répondre très très facilement en regardant les archives des journaux, c'est non. Pourquoi? Parce que les attentats terroristes, les assassinats des terroristes islamistes ont commencé en 91, 1 an avant l'arrêt du processus électoral. Les premiers assassinats de policiers, les enlèvements, les tortures de forces de l'ordre ont commencé en 91, notamment dans la région de Bouira. Donc, ce n'est pas l'arrêt du processus électoral qui a provoqué cette violence-là, et c'est les faits qui le racontent, c'est pas une supposition. Ensuite, ma problématique à moi était beaucoup plus profonde dans le sens où je voulais comprendre, c'est ce que nous avons expliqué hier dans une autre conférence, qu'est-ce qui a poussé une population à se diviser. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait quand même se mettre à l'évidence, c'est que les islamistes ou les démocrates qu'on a vu là maintenant à la télé ont grandi dans la même société. Ils ont grandi dans la même école primaire, ils ont grandi dans le même collège, ils ont grandi dans le même lycée. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y en a un qui a décidé d'égorger l'autre? Et c'était ça ma problématique, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, je suis l'ennemi de celui avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai partagé les mêmes douleurs?
Et le problème, c'est que nous avons le même problème dans la société. Et ça a été ça, ma première question, et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de crise identitaire. Donc, j'ai fait un travail de recherche, et je suis reparti sur l'histoire de la constitution de l'identité algérienne pendant la colonisation, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas voulu commencer en janvier 92 quand l'armée a décidé d'arrêter le processus électoral. Je suis allé bien plus loin. Je suis remonté jusqu'en dans les années 1920, quand il y avait les ulama qui ont commencé à prendre le pouvoir sur les indigènes et quand la France a décidé de donner l'identité algérienne en tant que religion. C'est-à-dire que l'indigène n'était plus indigène réellement, mais il était français musulman. Et c'est à partir de là, en fait, que la problématique de la nation algérienne a commencé. Voilà. Donc ça a été ma réflexion. Voilà. Donc ça a été le travail que j'ai fait dans mon master, c'est-à-dire revenir sur une partie de l'histoire de l'Algérie par rapport à sa construction identitaire. Et en fait, on constate qu'elle a été construite non pas sur une base culturelle, c'est-à-dire de quoi est fait notre histoire, du passé, de l'histoire qui remonte à Gaïa, qui remonte à Massinissa, qui remonte à Saint-Augustin, à Apulé. Non, on a construit notre identité nationale sur une religion. Et c'est à partir de là que tout a été faussé. Et après, bon, il y a eu par la suite la guerre d'Algérie avec les Moudjahidines, les Shahids, puis en 62, en 65, avec Benalla, puis avec Boumedienne, où on a ancré l'identité arabo-musulmane dans la conscience algérienne. On a supprimé, par exemple, et ça vous pouvez vous-même le constater dans les livres d'histoire, on a supprimé les Yveton, on a supprimé les Henri Alleg, on a supprimé Camus, on a supprimé tout ce qui était français, tout ce qui était non musulman de la guerre d'Algérie. Et c'est à partir de là, donc, on a mis dans la conscience algérienne l'identité musulmane. Et moi, je me rappelle enfant, je pense que ceux qui ont à peu près mon âge ou même plus se rappellent très bien que quand on disait, par exemple, moi j'étais à Alger, on disait Qbaili Fayah ou le Mozabite qui portait Serwal, etc. On se moquait de celui qui était en Kabylie, on se moquait des Mozabites parce qu'il fallait être algérien, arabo-musulman. Donc c'était une tare. Et je pense que c'est ça qui a provoqué une division dans la société. Et après, l'avènement du multipartisme a été un gros coup violent dans la société algérienne. Est-ce qu'on était prêt à accepter le multipartisme tel quel, alors qu'on était pendant 30 ans sous un parti unique? On s'est retrouvé du jour au lendemain avec 40 partis de diverses tendances, et notamment des tendances religieuses qui étaient prêtes à instaurer un État théocratique. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, je pense, à un événement politique qui a été sujet à prétexte, mais plutôt à essayer de comprendre. C'est comme un enfant qui est violent. Pourquoi il est violent? C'est pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'il est devenu violent. Et c'est ça qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire on s'est jamais posé la question réellement sur la société. Qu'est-ce qui a fait qu'un islamiste, enfin qu'un jeune devienne islamiste et égorge son propre voisin? Donc du coup, par exemple, on a l'histoire que Leila Aslaoui a fait en livre d'une famille dont la mère est chrétienne et française, et qui un jour son fils était devenu musulman et islamiste, et un soir, alors qu'il fêtait Noël chez eux à Betna, il est revenu, il s'est assis à table avec eux, puis à un moment donné il a demandé à partir pour que se libérer son ami qui l'attendait dehors. Maintenant, en fait, quand il est revenu avec un groupe terroriste, ils les ont attachés, et c'est lui-même, le fils de la famille, qui a égorgé ses parents, ses tantes et ses frères et sœurs. Et finalement, c'est la maman qui est française qui a survécu, qui a été morte malheureusement pour elle dans un sens, mal égorgée. Donc elle a survécu à ça, et puis elle est repartie en France, elle a écrit un livre, et elle pose la question, comment ça se fait que mon fils a pu m'égorger? Et c'est cette question qu'il faudrait se poser. D'événements politiques, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question sur la société elle-même, sur nous-mêmes, qu'est-ce qui a fait qu'on a cette violence-là. Voilà, donc c'est cette approche que j'ai eue, c'est cette approche que j'ai essayé de m'expliquer. Qu'est-ce qui a fait que ma mère, qui a vécu 30 ans en Algérie, qui a vécu à Al-Harrach, au Gué Constantine, dans un quartier fief islamiste, me dise en 94, c'est la première fois que je me sens étrangère dans mon pays. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette modification-là? Donc c'est la problématique que j'ai essayé de traiter dans mon travail. Voilà. Donc,
On va ouvrir le débat. Ouais, oui, si vous voulez. Donc, Pardon, oui, excusez-moi, oui. Je voulais après, oui. Donc ça a été le travail. Effectivement, il a raison. Je voulais continuer vite fait. C'est que donc ça a été le premier volet de mon travail sur l'identité, sur la construction de la société algérienne. Puis en fait, le deuxième travail, qui est tout aussi important, concerne le travail d'Adjouad. Donc Adjouad est un mouvement que moi j'ai lancé personnellement. Je dis moi, non pas par égocentrisme, mais pour bien expliquer que je n'ai aucun parti derrière moi, je n'ai aucun hukuma ni quoi que ce soit. C'est moi qui ai eu l'idée de le faire, c'est parce que je voulais savoir qui étaient ces 200 000 morts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre de 200 000 morts, c'est pas l'État algérien qui l'a donné, c'est pas les citoyens algériens qui l'ont donné, c'est les États occidentaux, les ONG internationales qui l'ont donné. Le chiffre qui se rapproche plus de la réalité est de 70 000 morts environ. Mais c'est l'Occident en fait qui a voulu faire un peu comme ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est-à-dire il y a un gros génocide en Algérie, ils sont en train d'être massacrés, la population est en train d'être massacrée, il faut aller les aider. Donc c'était un chiffre plus pour un interventionnisme que plus de réalité. Le travail que j'ai fait m'a permis de rassembler les données entre ce qui a été fait par la Ligue des droits de l'homme d'Ali Yahya Abdelnour, de Ouyahya, du RCD, du PAX, etc., m'a permis de faire un travail qui se rapproche beaucoup plus des 70 000 morts que des 200 000 morts. Donc, à partir des données que nous avons, que nous publions sur Facebook, que nous publions aussi sur un autre site, nous avons pu récolter des données et nous avons fait en fait une analyse. En fait, j'ai fait une analyse sur les victimes où on a essayé de comprendre, par exemple, combien d'hommes ont été tués, combien de femmes ont été tuées, et ensuite, quelles sont les régions qui ont été le plus touchées, comment ont été tuées les victimes, donc une analyse par période concernant les victimes. Donc au départ c'était par arme à feu, après arme blanche, puis ensuite des attentats, puis il y a eu les égorgements, les mutilations, etc. Donc toute cette analyse nous l'avons faite, et aussi nous l'avons aussi étudiée par le corps de métier, c'est-à-dire les juristes, les fonctionnaires, les patriotes, les médias, aussi les simples citoyens. La problématique qu'on a eue, nous, dans la construction de la base de données, a été liée aux forces de l'ordre et aussi aux femmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons travaillé beaucoup sur les forces de l'ordre et sur les patriotes pour une raison très très simple, c'est que nous considérons qu'un policier, même s'il représente l'État, c'est quand même le chab. Il faut savoir que en 91, les toutes premières victimes des islamistes, c'était des policiers qui habitaient dans les quartiers populaires. Mon ex-femme était dans la police. Tous ses collègues ont été assassinés, ils étaient 14, tous ont été assassinés un par un. Ils étaient assassinés en sortant de la maison. Ils habitaient tous Salambé, Qabba, Al-Harrach. Et voilà, donc ça c'était en 91, et la plupart des militaires qui ont été tués, les premières années surtout, c'était des appelés. Un appelé c'est qui? C'est un simple citoyen. C'est pas un fils d'un général qui arrive à ne pas rentrer dans l'armée pour faire ses 2 ans. C'était un simple citoyen qui était obligé de faire son service national et qu'on envoyait au feu. Et qui n'avait aucune expérience, qui se retrouvait face à des terroristes qui étaient armés à entraîner. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire, on prend la tenue sans savoir ce qu'il y a derrière la tenue. Donc, c'est pour ça que nous avons chiffré dans nos données aussi bien les citoyens tués dans les attentats, les faux barrages, ou les médias, les universitaires, mais aussi les militaires et les policiers, et bien sûr aussi les patriotes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles de patriotes qui ont été massacrés dans les villages, on en parle peu. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est par rapport aux femmes. Le chiffre pose problème pour une simple raison, c'est que tout au départ, donc les femmes étaient chiffrées. Malheureusement, ce qui s'est produit par la suite, c'est que les femmes qui étaient kidnappées n'étaient pas déclarées par les familles. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils savaient très bien qu'une femme enlevée était violée, éventuellement égorgée, si elle était enceinte. Donc le père ne pouvait pas dire qu'il n'a pas pu protéger la femme de sa famille. Il préfère dire qu'elle est mariée, qu'elle est dans un autre village ou qu'il l'a envoyée au bled, que de dire qu'elle a été enlevée et violée. On a un témoignage de Mounira qui avait 12 ans, qui a été enlevée. On l'a retrouvée 3 mois plus tard, enceinte de 3 mois, à moitié folle. Les gendarmes, quand ils l'ont récupérée, ont appelé la famille pour
l'a restituée à sa famille. Le père est venu, il a dit ce n'est pas ma fille, je la reconnais pas, ma fille est morte. Le problème est qu'il ne pouvait pas la donner à la famille, donc parce qu'il savait très bien qu'elle risquait d'être tuée. Donc ils ont préféré la mettre dans un asile psychiatrique. Donc du coup, on ne sait pas combien de femmes ont été tuées, mais les seuls chiffres que nous avons, ce sont les femmes qui ont été libérées par la suite et qui se chiffrent environ à 3000 femmes. Mais c'est déjà énorme. Voilà. Donc ça, c'est une petite analyse que nous avons faite par rapport à notre base de données. Voilà. Merci, Monsieur Mahbel. Donc, juste avant d'ouvrir le débat, d'entamer le débat, d'ouvrir une liste, si vous me permettez, j'ai